Bien le bonjour et bienvenue dans ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Benoît Driss et je me fais un plaisir de vous présenter le meilleur protocole intérieur au monde, qui est le protocole EIGRP. D'ailleurs, il y a plusieurs débats sur si ce protocole-là est vraiment le meilleur au monde, mais selon moi, c'est le meilleur. Donc ceci est la premier pas, on va dire, dans le CCNP que je suis en train de préparer en français. Donc, le CCNP sera divisé en deux parties. Une partie cours avec des slides, une partie exercice ou pratique avec des topologies avec Genestry. Les topologies seront très très complètes. Elles attaqueront la plupart des notions, voire la totalité du cursus CCNP. Et le cours sera le plus résumé possible, bien que suffisant. Du moins, je l'espère. Donc, passons tout de suite à la présentation. Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce que IGRP. C'est quoi c'est un protocole de routage. On va voir pourquoi choisir IGRP par rapport à RIP ou OSPF. On va voir aussi les différentes tables et terminologies IGRP, vu qu'il a une terminologie spéciale et il est un petit peu différent de RIP. On va aussi voir comment le IGRP établit le voisinage. C'est un processus assez simple. Comment IGRP calcule la métrique? La métrique, comment il calcule la distance entre lui et le voisin? Et la sécurité via IGRP, on va utiliser surtout la méthode d'authentification. Puis, on passe à comment comprendre les messages query et limiter leurs dégâts. Vous allez voir tout à l'heure. Donc d'abord, le protocole IGRP a été créé pour remplacer le protocole IGRP de Cisco. IGRP a été fait au début pour faire un peu de compétition à RIP, mais j'ai envie de dire, c'est pas dur de mettre un protocole qui soit plus fort que RIP, vu que RIP est vraiment très très basique dans ses tâches. Puis IGRP a été fait aussi pour mettre un petit peu de compétition à OSPF, qui est paru après IGRP, pardon. Donc les objectifs, comme ce que je vous ai dit, IGRP a été développé pour remplacer le protocole IGRP et aussi pour prendre en compte le routage sans classe. Parce qu'avant, quand l'Internet n'était pas très très connu, on utilisait le routage avec classe. Et on n'avait pas besoin de beaucoup d'adresses IP. Là maintenant, le nombre d'internautes au monde est vraiment monstrueux. Donc les scientifiques ont dû utiliser une méthode qui s'appelle la méthode VLSM pour découper les adresses réseau pour que ça soit un petit peu plus pour que l'espace IPv4 soit plus suffisant, mais ça n'a pas abouti. On va dire que ça n'a pas duré longtemps. Ils ont même utilisé certaines technologies telles que le NAT overload, qui permettait créer une seule adresse publique pour beaucoup d'ordinateurs, ou beaucoup de hosts, je préfère dire. Mais la pression sur les adresses IPv4 est quand même très très élevée. Et là maintenant, il y a des pays qui passent à IPv6, et bientôt le nôtre. Donc le protocole EIGRP utilise le protocole RTP, Reliable Transport Protocol, pour envoyer et recevoir les mises à jour. C'est un protocole très fiable, qui est lui aussi propriétaire Cisco, comme EIGRP. Il utilise des mises à jour limitées. Il envoie juste les mises à jour dont les voisins ont besoin. Il utilise l'algorithme dual, on s'en fout. Puis l'établissement de contiguïté, la table de voisinage et topologie, on va voir ça tout à l'heure. Donc la dernière note est vraiment intéressante. Le IGRP est un protocole très élaboré, très avancé, mais il est toujours considéré comme un protocole à vecteur de distance. Un protocole à vecteur de distance, c'est un protocole qui ne sait que ce que
ses voisins lui disent. Contrairement au protocole OSPF et IS ou ISIS comme ils disent, qui connaissent la table topologique de tout le réseau en général. Non, IGRP connaît que ce que les voisins lui disent. C'est ce qui fait un petit peu sa force, c'est qu'il peut faire des choses que d'autres protocoles font, tout en restant un protocole à vecteur de distance, et bien sûr tout en économisant les ressources du processeur, ce qui est très très bien. Donc bon. Ici, je vais surtout parler un petit peu de IGRP, qui est le meilleur protocole interne au monde, qui est doté d'une convergence rapide, il est simple à utiliser et supporte plus d'options carrément que les autres protocoles à état de lien. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est propriétaire Cisco. Donc si vous avez des routeurs non Cisco dans votre organisation, ça serait quand même un petit peu difficile d'utiliser le protocole IGRP. Parce si vous voulez utiliser la redistribution des protocoles grâce à un routeur Cisco, mais ça risque de poser de gros problèmes, donc à éviter. Donc, les caractéristiques de IGRP, d'ailleurs, c'est le seul protocole qui garde les routes de secours. Oui. Même OSPF ne les garde pas en mémoire. OSPF, quand il perd une route, il doit exécuter le protocole, l'algorithme SPF, pardon, qui est un petit peu intense côté CPU, pour retrouver une autre route et ça prend un petit peu plus de temps. Le protocole IGRP, dès qu'il perd une route, il n'y a pas de problème, il trouve l'autre route direct et il passe à l'autre route. Ça qui est super. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte de mémoire, c'est excellent. Configuration simple, il n'y a pas plus simple. Ah si, il y a le RIP, mais bon, RIP c'est pas un protocole qu'il faut utiliser quoi. Donc faciliter et résumer les routes. Donc avec IGRP, vous pouvez résumer les routes n'importe où, avec n'importe quel routeur. Contrairement à OSPF où il faut choisir certains routeurs pour faire le résumé des routes, ce qui est quand même un avantage. Donc l'équilibrage de charge à coût égal, c'est une des fonctionnalités que IGRP et OSPF font, même BGP. Sauf que une exclusivité pardon, de IGRP, c'est qu'il fait aussi l'équilibrage de charge à coût inégal, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et bien sûr, il combine les meilleures caractéristiques de ce qui existe dans les protocoles à vecteur de distance et d'état de lien. Donc, il permet de faire ce que les protocoles à état de lien font, tout en gardant une consommation minimale de CPU. Et c'est ce qui fait sa force, comme ce que je vous ai dit. Là, on va voir le cas de RIP concernant les routes de secours. Voilà. Là, on a vu que R1 et R2, leur route est tombée en panne. Donc R1 envoie une mise à jour déclenchée à tout le monde pour voir si ils ont une route de secours pour lui. Donc, pour voir ce que j'ai écrit dans le texte, RIP choisit sa meilleure route à partir du nombre de sauts, ce qui est une catastrophe d'ailleurs. Si on a par exemple une route qui a 3 sauts et le débit à 100 mégabits seconde et une route qui a un seul saut et le débit est de 1 mégabit seconde, il va choisir celle avec 1 mégabit seconde. C'est catastrophique. Donc RIP choisit sa meilleure route à partir du nombre de sauts et ne garde aucune route de secours. Il garde carrément aucune route. Il a une table de routage, point. Il envoie des mises à jour chaque 30 secondes, point. À tout le monde. Tout le monde ou dans une adresse multicast pour RIP V2. Mais il envoie des mises à jour chaque 30 secondes. Et ceux qui sont intéressés par la mise à jour, c'est bien. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ont qu'à la jeter par la fenêtre. Hein. Donc, si la route tombe en panne, RIP doit réenvoyer les mises à jour déclenchées pour trouver une autre route. Ce qui rend la convergence très lente et consomme de la bande passante. Bah oui. Envoyer à tout le monde. Si vous voulez, est-ce que vous connaissez une route vers le réseau que j'ai perdu? Ouais, bon. Ça consomme de la bande passante quand même. Là, pour le cas d'OSPF, là c'est un petit peu plus intéressant. Pour R1, R2 tombe en panne.
R1 exécute l'algorithme SPF pour, pour retrouver la meilleure route qui est stockée dans la table topologique, et puis il la prend, normalement. Bon, oui, on va dire, il consomme pas de la bande passante, mais il consomme un petit peu de CPU quand même. Mais la convergence est rapide. Si, enfin, elle est rapide si le nombre de routeurs est un petit peu restreint. Si le nombre de routeurs est très élevé, là ça commence à être très long et les CPU souffrent beaucoup. Donc, comme ce qui est écrit, OSPF garde une carte topologique de tout son réseau. Si une route tombe en panne, ben, il doit exécuter l'algorithme SPF pour trouver la route de secours à utiliser, ce que je dis, ce qui rend quand même la convergence rapide. Si la topologie est petite, bien sûr. Si la topologie est grande, ça va être difficile vu que OSPF stocke toute la topologie, même avec les routes qui ne servent à rien. Donc déjà, pour trouver la route parmi toutes les routes qui sont stockées dans la table topologique, et après il faut mettre à jour cela, il faut envoyer une mise à jour qui prouve oh, il y a une route qui a changé, qui n'est plus, qui ne marche plus, donc ça va être un gros problème côté CPU pour tous les routeurs, pas juste pour R1. Pour le cas de IGRP, le IGRP c'est le protocole cool quand même, qui a toujours un plan de secours. Donc la route principale est tombée en panne, bah allez, il n'y a pas de problème, je passe à la route de secours. Et voilà, c'est ça. C'est un super protocole. Donc dans le processus IGRP, le routeur apprend une route principale, appelée le successeur, et la route secondaire appelée successeur potentiel. On trouve ces deux routes-là dans la topologie, dans la table topologique IGRP. Donc quand sa route principale tombe en panne, bah, il passe directement à la route de secours en la nommant principale. Ah oui, parce que la route R1 et R2 est perdue, donc il prend la route de secours et il la transforme en route principale. Il recalcule pour voir s'il y a aucune autre route qui pourrait servir de route de secours, tout en gardant le réseau fonctionnel. Là, c'est un protocole vraiment énorme, 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 énorme. Pas perdre de temps, c'est excellent quoi. Donc, comme ce que j'ai dit, c'est un protocole, le IGRP c'est un protocole à vecteur de distance qui utilise trois tables, table topologique, la table de routage et la table de voisinage. La table topologique contient les meilleures routes apprises par ses voisins. La table de routage contient les meilleures routes, qui sont les routes successeurs, qu'on voit dans la table de routage grâce à la commande showIPRoute. Puis, il contient aussi une table de voisinage qui contient tous ses voisins IGRP. Ce qui rend d'ailleurs un protocole très léger, très facile côté configuration. Donc, côté résumé des routes. Le résumé des routes rend un petit peu la table de routage plus légère. Donc, au lieu d'avoir 100 000 entrées dans la table de routage, on prend ces 100 000 entrées, on leur fout une route résumée. Et puis voilà, on a une seule route qui mène à tous ces réseaux-là. Euh, le problème de IGRP, c'est qu'il résume automatiquement les routes grâce, grâce à la commande Auto Summary. Il les résume automatiquement. Et le problème avec Auto Summary, c'est qu'il les résume grâce au masque par classe. Ouais. Donc si vous avez par exemple un réseau 192.168.1.0/30, il va transformer en /24. Ce qui risque de poser des problèmes pour certains réseaux, surtout de classe B, de classe A, que vous allez voir par la suite. Voici ici un des cas où on peut voir le problème que peut poser AutoSummary. Donc vous avez un réseau 172.16.1.0 et un autre réseau 172.16.2.0. Donc l'administrateur de ces deux routeurs a oublié de mettre no AutoSummary, ce qui fait que IGRP résume automatiquement l'adresse au masque par classe, ce qui va transformer cela en 172.16.0.0/16 pour les deux. Sauf que le problème qui va se poser, c'est que IGRP a un mécanisme
pour éviter les boucles de routage qui s'appellent le découpage d'horizon. R1 va envoyer à R4 la mise à jour qu'il a envoyée. Comme vous pouvez le remarquer, R1 envoie la mise à jour de 172.16.00. R4 envoie la même mise à jour. Bah, R1, quand R4 va recevoir la mise à jour de R1, il va se dire, mais j'ai la règle découpage d'horizon, je sais pas pourquoi il m'a renvoyé mes paquets. Et il se fout de ma gueule ou quoi? Bah, c'est exactement ça. La règle de découpage d'horizon dit clairement, on ne m'envoie pas les paquets que j'ai envoyés à travers la même interface. J'ai envoyé un paquet avec l'interface S0/0, t'as pas le droit de me le renvoyer. Voilà. Et si j'ai reçu un paquet avec la liaison S0/0, j'ai pas le droit de le renvoyer avec cette même interface. C'est la règle. Et à cause du découpage, à cause du résumé automatique, ces deux routeurs-là ne peuvent pas communiquer parce que ils envoient la mise à jour qui contient la même chose. Donc R4 croit qu'il y a une boucle de routage et R1 pareil, donc le réseau va pas marcher. Comme je vous ai écrit en marron, j'ai reçu la même mise à jour que j'ai envoyée à R4 sur la même interface. Je l'accepte pas, ça doit être une boucle de routage. Donc voilà, comme écrit en rouge, EGRP utilise des mécanismes pour éviter les boucles tels que le découpage d'horizon. Bah, celui-ci empêche les mises à jour d'être envoyées sur une même interface, etc., etc. Donc tout ça à cause d'une commande auto-summary. S'il avait mis no auto-summary, le réseau ne sera pas résumé. R1 enverrait l'adresse 172.16.1.0 et R4 enverrait 172.16.2.0. Il n'y aura pas de problème de découpage d'horizon vu que c'est pas les mêmes mises à jour. Et puis ça passe. Donc l'avantage du résumé des routes en général, c'est le résumé des routes réduit les entrées de la table de routage pour faciliter le dépannage. Pour les deux cas, pour les GRP et OSPF. Le résumé permet d'économiser de la bande passante en cas de problème. On va voir cela par la suite. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, EGRP peut résumer les routes de n'importe quel routeur contrairement à OSPF. Et vous allez voir tout à l'heure de quoi je parle. Donc, la configuration manuelle du résumé des routes. Là, par exemple, on a le routeur R1, on veut résumer une route. Supposons qu'on a les réseaux 172.16.1.0, 172.16.2.0 et 172.16.3.0. Trois réseaux. On veut les résumer. Bah déjà, on utilise la commande IP Summary Address EGRP1, 172.16.0.0, 255, 255, 252.0. La méthode pour résumer les routes est dans le CCN. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais pas tout de suite. Et c'est une méthode, pour vous rappeler un petit peu, c'est une méthode qui utilise un petit peu les nombres binaires, transforme l'adresse IP en binaire et on regarde ce qui est similaire. Ce qui est similaire, on le garde côté masque et adresse réseau, et ce qui est différent, on le jette. Je sais, c'est un résumé un petit peu bizarre pour le résumé de route, mais c'est un petit peu ça. Donc, l'équilibrage de charge à coût inégal. Oula, c'est fort. Donc, quand deux routes en général sont de qualité différente, de qualité équivalente, pardon, EGRP et OSPF font ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Par exemple, vous avez une liaison 128 kilobits avec une autre liaison 128 kilobits sur une autre interface du routeur. Le routeur fait l'équilibrage de charge. Il envoie chaque fois un paquet sur chaque interface. Il l'équilibre. Donc c'est comme si vous aviez 256 en gros. EIGRP peut faire l'équilibrage de charge à coût égal et c'est le seul au monde qui peut faire l'équilibrage de charge à coût inégal. Si par exemple vous avez une interface avec 256
et kilobits et l'autre avec 128, l'IGRP fera quand même l'équilibrage de charge à coût inégal. Grâce à une commande que je vais vous montrer. Il aura qu'à envoyer 2 paquets à la liaison de 156 kilobits pour un seul paquet dans la liaison 128. Il l'équilibre à sa façon. C'est excellent. Et la commande, c'est variance. Variance suivie d'un chiffre. Variance 2. Variance 2 permet d'équilibrer la charge avec les routes qui sont au pire 2 fois moins bonnes que la route principale. Par exemple, vous avez une route principale qui a 100, qui a un coût une métrique de 100. Si la deuxième route a une métrique de 150, ça passe. Une métrique de 200, ça passe. Mais plus que 200, ça passe pas. Vu qu'on a dit variance 2. Si on veut, variance 2 veut dire, d'accord, je peux équilibrer la charge, mais il faut que la deuxième route soit au maximum 2 fois pire que la meilleure route que j'ai. Voilà, c'est en gros l'équilibrage de charge à coût inégal. À coût égal, comme j'ai dit, si les deux routes sont de qualité équivalente, 128, 128, 256, 256, il envoie 2 packs. Le même nombre de paquets dans le même moment, c'est super. Donc, là, on voit un exemple de l'équilibrage de charge à coût égal. Là, vous pouvez voir l'adresse 172.16.00 via deux routes. C'est-à-dire qu'on a 2 câbles, via 10.5 et 10.9. On peut voir que la distance administrative, c'est 90. Et 2 172 416, c'est la métrique IGRP. Vous pouvez voir que la qualité est pareille, vu que c'est la même métrique pour les deux routes. Donc, IGRP a fait l'équilibrage de charge à coût égal. Là, il y a l'équilibrage de charge à coût inégal. C'est la même chose. Il y a 4 routes là. En général, on peut équilibrer les charges par défaut, c'est 4 routes. L'administrateur peut en ajouter 2. Et avec les dernières versions d'iOS, on peut avoir jusqu'à 16. Juste pour info. Donc ici, vous pouvez voir que la métrique diffère. C'est 407, je sais pas combien. 413, je sais pas combien. 413, je sais pas combien. 413, je sais pas combien. Mais l'équilibrage de charge est là. Vu qu'il y a, comme vous pouvez voir, il y a 4 lignes. Il y a D, 201, 120 et 4 lignes. Ça veut dire que ce réseau-là est accessible via 4 routes en même temps et qui ont une métrique différente grâce à la commande variante. Voilà. Et pour modifier le nombre de routes avec lesquelles on peut équilibrer, on utilise la commande maximum path. Vous allez voir en TP. Donc, les 3 types de tables, j'en ai parlé. La table de voisinage qui contient les voisins. On peut voir tout ça grâce à la commande show IP IGRP neighbors. On va voir les voisins. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de cette commande-là. Pour voir le contenu de la table topologique, on utilise show IP IGRP topologie. Pour voir toutes les routes que connaît IGRP, même les moins bonnes, c'est show IP IGRP topology all links. Même les non-successeurs sont dans cette table-là. Et la table de routage contient toutes les meilleures routes, c'est grâce à show IP route. Donc là, on va voir les différents termes de IGRP. Donc, vous avez la feasible distance, FD. C'est la mesure entre le routeur 1 pour aller vers une route quelconque. Par exemple, routeur 1, par exemple, on est routeur 1 et on veut aller à routeur 2. La distance pour aller à routeur 2, c'est 100. Donc la FD, c'est ça. AD, c'est la mesure entre votre routeur voisin pour aller à une route quelconque. C'est comme
C'est comme quand vous êtes en autoroute, il y a une plaque qui vous dit il vous reste 120 km pour aller là-bas. Ouais, mais je suis pas là-bas. Je suis pas encore arrivé à la plaque en gros, donc c'est pas exactement 120 km. Il faut prendre en compte la distance entre moi et la plaque, puis la distance entre la plaque et la ville. C'est exactement pareil. Là, la plaque, c'est R2. R2, c'est le voisin. Le voisin nous dit, pour accéder à mon réseau là, bah, il, il vous faut une métrique de 10. Donc, hey, on appelle ça advertised distance. C'est la distance qu'envoie R2 à R1. Et si on voulait calculer la distance entre R1 et le PC, on dira que la FD est de 110. Donc tout ce qui concerne R1, c'est AFD. Tout ce qui concerne un des voisins de R1, si on suppose qu'on est R1 bien sûr, c'est la AD. Donc le route successeur, c'est la meilleure route. Dans ce cas-là, c'est la route avec une mesure de 100 qui est la meilleure route. Moins la mesure est grande, plus c'est bon. Successeur potentiel, c'est la deuxième meilleure route en général. Et puis active route, c'est une route qui ne marche pas. Et EGRP est en train de chercher activement une façon pour accéder à cette route. C'est active route. Pour passive route, tout marche bien. Donc là, je voudrais vous montrer quand même une petite règle. C'est pour pouvoir être successeur potentiel, la somme des advertised distance doit être inférieure à la FD. Ceci est un mécanisme pour éviter les boucles de routage. Donc ici, oui, il faut que je revienne. Voilà. Donc ici, on a R2 qui est le voisin de R1 qui nous envoie une advertised distance de 10. Et nous, on a un FD de 100. Est-ce que cette route peut être qualifiée de successeur potentiel ou pas? Bah oui, vu que c'est plus petit que la FD. La AD est plus petite que la FD, donc c'est bon. Mais supposons que R2, pardon, nous envoie la mesure de la route qui mène vers R2, R1 à R3, puis R3 à R2. La AD va être de 210. Est-ce que 210 est plus petit que 100? Non, c'est plus grand. Pour EIGRP, c'est une boucle de routage. Et du point de vue visuel, ce qu'on voit, c'est aussi une boucle. Donc, cette règle-là, du successeur potentiel, du AD doit être inférieur à l'FD, c'est un mécanisme pour éviter les boucles. Donc, voici, comment dire, l'output de la commande show IPGRP neighbor. Donc, on a l'adresse du voisin, l'interface de sortie, à partir de laquelle on trouve le voisin. Ça veut dire notre interface de sortie. Le hold timer, le temps qu'on attend pour recevoir un hello de ce voisin-là. Le uptime, depuis quand le voisin est allumé, puis quand plutôt le voisinage est en marche. SRTT, pardon, c'est comme le ping, le temps nécessaire pour qu'un paquet fasse un aller-retour de la source au voisin. C'est comme dans les jeux vidéo, il y a un ping, 70 millisecondes, etc. Combien de temps met un paquet pour aller vers le serveur et revenir? C'est comme ça, c'est le temps qu'il faut pour aller vers le routeur voisin et revenir. Queue veut dire queue, qui est la file d'attente. Et puis séquence number, bah, c'est le numéro de séquence, c'est l'identifiant de l'entrée sur la table de voisinage. Le numéro de séquence, vous pouvez le voir dans les principes de base de données. C'est un numéro unique, on va dire, c'est une clé primaire pour les gens qui connaissent un petit peu. Bref, je passe.
Là, c'est l'output de Show IP Hierarchy Topology. Donc, on peut voir, ici, on peut voir les successeurs. Le successeur, c'est toujours le premier, ou plutôt, en général, le premier. Il suffit de lire l'output. Par exemple, là, on a 4 successeurs grâce à l'équilibrage de charge à coût inégal. C'est la même photo de la topologie que j'ai mis tout à l'heure. Donc, il y a 4 successeurs. La FD est de 4 millions. Là, c'est du fort, hein. Donc, la FD est de 4 millions. C'est la FD de la meilleure route. Et puis les autres routes, vous pouvez voir leur FD. Mais vu qu'on a utilisé le principe de variance et d'équilibrage de charge à coût inégal, ben, ils sont qualifiés pour être des successeurs. Ici, pareil. Donc ici, 4 successeurs. L'FD, c'est 40 millions. Ouais, ah ouais, c'est 40 millions. 40 millions 819 200. 4 routes sans successeur. Comme vous pouvez le remarquer, la FD est plus grande que la AD. Si la D était plus grande que la FD, bah, la route serait disqualifiée. Elle ne serait même pas successeur potentiel. Donc voilà. Les successeurs potentiels, c'est les deuxièmes meilleures routes. Et dans ce cas-là, si on n'avait pas utilisé le mot-clé variance, la deuxième meilleure route serait, sans hésiter, la route 201.1.10. Dans ce cas-là, 201.1.6. Dans ce cas-là, 201.1.10. Donc voilà. Les types de paquets EIGRP. On a le paquet Hello, qui permet d'établir le voisinage. Un premier routeur envoie un Hello, l'autre lui répond Hello. Il vérifie les paramètres de métrique qu'on va voir tout à l'heure. Bon, je vais vous le dire quand même aujourd'hui, au cas où, si je vous le dis pas tout à l'heure. Il y a K1, K2, K3, K4 et K5. Ce qui représente la bande passante, le délai, la charge et la fiabilité, et pas la MTU. Certaines personnes disent, oh, il y a la MTU dans la mesure de la métrique. Non, il n'y a pas de MTU. Le MTU, c'est la taille de la fenêtre. Donc, les mises à jour. Les mises à jour, c'est les messages update. Il y a les mises à jour limitées, les mises à jour complètes. Quand un, bon, on va décrire un petit peu quand même le processus d'établissement de voisinage IGRP. Un routeur envoie un hello, l'autre lui répond. Il vérifie les K1, K2, K3, K4 et K5. S'ils sont pareils, ils établissent le voisinage. En premier lieu, il y a une mise à jour. Ils envoient la mise à jour complète de la table de routage. Puis, le voisin envoie lui aussi la mise à jour complète de la table de routage, la première fois. Après, s'il y a besoin, ils envoient des mises à jour limitées, s'il y a un changement de topologie. Les messages query. Les messages query demandent au routeur voisin s'il y a des routes vers un réseau qu'ils ont perdu. Alors, si le routeur perd un réseau, il va envoyer un message query à tous ses voisins leur demandant, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une route de secours vers le réseau que j'ai perdu, merci. Puis voilà. Reply, c'est la réponse au message query. Le hack, c'est le reçu au message update, query et reply. C'est un mécanisme de fiabilité. Et tous ces paquets sont envoyés grâce au protocole RTP qui est propriétaire Cisco, qui n'a rien à voir avec TCP et UDP, mais qui est vraiment très très fiable. Donc le calcul de la métrique, ici j'en ai parlé finalement. K1 c'est la bande passante, K3 délai, fiabilité c'est K4 et K5, et la charge c'est K2. N'utilisez jamais la fiabilité ni la charge, parce que si par exemple une route se charge un peu trop, bah, il y aura un petit problème, c'est que cette route va être écartée, ne va plus être route principale. Vu que IGRP va comparer, il va voir, oh, cette route est un petit peu moins chargée que l'autre, oh, je vais passer à l'autre.
puis il va refaire ça avec l'autre. Ouais, il y aura des gros problèmes avec la charge et la fiabilité. C'est comme le principe des gens quand il y a des embouteillages. Oh, je vais passer par un itinéraire de secours. Après, avec l'itinéraire de secours, il y a un sens interdit et c'est encore pire. Bref. Euh, donc, par défaut, IGRP prend en compte le délai et la bande passante. Donc, voilà. Et la commande pour modifier ça, c'est EIGRP Wait. Vous mettez 5 numéros, K1, K2, K3, K4, K5, et puis vous trouverez, vous pourrez définir les EIGRP Wait, les différents paramètres K1, K2, K3, K4 et K5. Donc la métrique est calculée avec la démat, avec la formule 256 fois 10 puissance 7 divisé par la bande passante minimale de tous les routeurs, plus la somme de tous les délais. Et donc, si vous voulez influencer une route par rapport à une autre, utilisez le délai, pas la bande passante. Parce que vous voyez, il y a une division pour le délai. Alors, on utilise la bande passante minimale pour calculer la métrique. Par contre, le délai, on utilise la somme de tous les délais des routes. Donc, voilà. Donc, la sécurité via UGRP. Donc, pour sécuriser les mises à jour, on doit activer l'authentification. Avec l'authentification, ce qui permet à un routeur de demander un mot de passe avant d'établir un voisinage avec un autre routeur. Ça permet de quand même empêcher les pirates, par exemple, d'amener leur propre routeur et avoir les mises à jour de routage de tout le réseau. C'est une bonne alternative. Sans oublier, j'ai mis entre parenthèses, j'adore cette phrase, la sécurité est l'enjeu capital du 21e siècle, donc il faut donc donner une importance capitale à celle-ci. Voilà. Oula, je sais que c'est une grande topologie, mais il n'y a pas de problème, je vais vous l'expliquer. Donc on a R1 et R2. J'ai mis les configurations. Donc pour activer l'authentification, donc on met une keychain. C'est une chaîne de caractères où on déclare une variable chaîne ou je sais pas quoi. Keychain, Cisco. Cisco R1, Cisco R2. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on n'est pas obligé de mettre la même chose dans les deux routeurs ou dans l'ensemble des routeurs. Donc K1, Cisco 1. Par contre, comment dire, les key strings, c'est important. Ici, on met K1, entrée, puis on met key string Cisco 1. Donc les clés doivent être les mêmes et le key string doit être le même. Puis, accept lifetime. La durée avec laquelle on va accepter cette clé. En heures, minutes, secondes, jours, mois, années de départ. Et l'heure, le jour, le mois, l'année d'arrivée. L'année maximale. Même chose pour le send lifetime. C'est la durée avec laquelle on envoie cette mise à jour, cette clé-là. Puis, il y a K2. On va mettre keystring. On met K2 entrée, puis keystring Cisco 2. Donc, accept lifetime, même chose, accept lifetime. On met un mois pour chaque clé. Pour les deux routeurs. La même clé. Les clés doivent avoir la même chaîne de caractères. On écrit K1, entrée, keystring Cisco 2. Donc, accept lifetime. Pour la dernière, j'ai mis accept lifetime 0000 à partir du 1 mars jusqu'à l'infini. C'est la dernière clé. Donc, c'est assez logique. On l'accepte à partir du 1 mars jusqu'à l'infini. Et on l'envoie à partir du 1er mars jusqu'à l'infini. Et dans l'interface 0/0, IP Authentication Mode, IGRP1 MD5. IGRP n'accepte que MD5, contrairement aux autres qui acceptent l'MD5 et le texte clair,
qui sert à rien d'ailleurs. Puis IP Authentication Keychain, c'est EIGRP1 et le nom de la chaîne, de la variable qu'on a déclarée en haut. Voilà. Donc les messages query. Donc les messages query, c'est les messages qu'envoie un routeur quand il a perdu une de ses routes. Il envoie à tous ses voisins. Bah, le problème, c'est que les messages query peuvent être catastrophiques. Parce que si un routeur envoie à ses voisins et ses voisins ne trouvent pas de route de secours, bah, eux aussi vont envoyer à leurs voisins. Et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, jusqu'à noyer le réseau. Ça, c'est pas bien. Donc les messages query peuvent être catastrophiques et influencer négativement les performances du réseau s'ils ne sont pas maîtrisés. On va voir deux façons de maîtriser ces messages query. Donc nous allons comprendre comment fonctionnent les messages et aussi voir les solutions existantes pour limiter leurs impacts. Donc ici c'est un réseau compressé. On a les routeurs, les pauvres. Donc voilà. J'ai même mis un petit dialogue. R2 qui perd une route. S'il vous plaît, tu connais une route vers le réseau 192.168.1.0. Il me dit ça, c'est deux voisins. R3, c'est un routeur serviable. Il lui dit non, mais je vais demander à mes voisins. Puis il envoie aussi la requête query à tout le monde. Puis les autres ne trouvent pas, ils renvoient à leurs voisins aussi. C'est le chaos. D'ailleurs, le titre le montre, c'est Query Chaos. C'est le chaos. On va vite noyer le réseau. Et supposons qu'il reçoit une réponse, il doit attendre la réponse de tous les voisins avant de prendre une décision. C'est la cata, hein. C'est franchement la cata. Il se dit, ouais, j'ai reçu une bonne offre, avec une bonne métrique, mais je peux trouver mieux. J'attends ce que le public va me dire. C'est en gros ça, en fait. J'attends ce que tous mes voisins vont me dire pour que je prenne une décision. Donc Cisco a trouvé trois solutions pour ce problème-là. La première solution, qui est intégrée d'avance, c'est que si le routeur attend pendant 3 minutes des messages reply à ces messages query, en gros une réponse à ces messages query, et il ne la trouve pas, bah, il passe à l'état stack inactive et il remet à zéro toutes ses relations de voisinage et il remet le voisinage à zéro et il refait ses relations de voisinage comme c'est dit. La solution manuelle, c'est de configurer les résumés de route. Une excellente façon. Puis, une autre solution manuelle, c'est de faire des stubs. Ça, c'est encore mieux. Donc, je vais vous montrer la solution manuelle, puis je vais vous parler des stubs et vous parler aussi de comment les configurer et aussi à quoi ça sert. Ça, c'est important. Donc, je passe au résumé de route. Qu'est-ce que le résumé de route va changer par rapport à ce qu'on a vu maintenant, tempête de query. Donc voilà, R2 va demander à R3, s'il te plaît, est-ce que tu as une route pour le réseau que j'ai perdu? Il va lui dire, oh mais je suis désolé, non. Ce qu'on connaît, tu le connais. On a tous le même résumé de route. On a tous les mêmes routes. Donc tu vas rien avoir de notre part. C'est exactement ça, c'est carrément de la refroidie. Hein. C'est fait, en gros. Donc tu as toutes les informations qu'il te faut, c'est bon. Et les queries s'arrêtent à R3, R4. Les stubs. Donc les routeurs, c'est des routeurs qui se disent, moi je suis un mur. Donc même si tu m'envoies un message query, je vais pas te répondre. En gros, ils se présentent, ouais, je suis un mur. C'est quand même fort, hein. Donc les différents types de stubs, c'est les stubs connected, static, summary et receive only. Les stubs connected, bah, il répond juste aux routes directement connectées.
Statique, bah, il répond route statique. Summary, receive only, il fait rien. C'est un stub qui fait rien. C'est un paramètre à éviter, en fait, receive only. Donc, il est préférable de garder les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut, c'est connected et summary. S'il reçoit, euh, s'il reçoit une demande query, un summary, un résumé de route, bah, il va répondre. Il reçoit un query, pardon, par rapport à une route connectée, bah, il va répondre aussi. Autre chose, c'est impossible qu'il réponde. Comme j'ai dit, le routeur stub se présente en tant que stub. Donc dans le hello, le premier routeur dit salut, je suis un routeur IGRP, point. L'autre lui dit salut, je suis un stub. Donc même si tu m'envoies des messages query, ça va rien changer. Je vais pas te répondre. Ben, ça s'appelle refroidir. Donc on configure un routeur en tant que stub via la commande router config. Donc vous mettez router IGRP 1 par exemple. Vous mettez EIGRP stub. Il faut mettre les stubs en général dans les réseaux d'extrémité, pas dans le milieu d'un réseau. Parce que ça rime à rien. Voilà, ça rime à rien. C'est comme si vous stoppiez les queries au milieu. Si vous stoppez les queries au milieu, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Par exemple, si l'avant-dernier routeur connaît une route vers le réseau que vous avez perdu, bah, là, vous vous sentez tout con. Hein. Donc voilà. Les stubs, ça se met à la fin du réseau. Donc voilà, le voisinage stub, je l'ai même illustré. Salut, je suis un routeur 7. Ouais, moi, je suis routeur 8 et je suis un stub. Ça sert à rien de m'envoyer des requêtes query. Oh voilà. Donc supposons que tous les routeurs là sont des stubs. Donc R2 se dit, oh là là, j'ai perdu mon réseau, mais les routeurs autour de moi sont des stubs. Donc je peux pas leur envoyer de message query. Bon bah je vais enlever ce truc de ma table de routage. Bah c'est pas mieux comme ça, il n'y a aucun message query qui passe. Et le réseau reste efficace au maximum. Donc il n'y a pas mieux. Donc si vous êtes sûr déjà de ce qui se passe dans votre réseau, le stub c'est une bonne idée. Mais vous pouvez toujours utiliser quand même la meilleure façon de limiter cela. Pas la meilleure, mais une façon optimale d'éviter cela, c'est le résumé des routes. Donc l'insertion d'une route par défaut dans IGRP. Je pense que c'est la dernière chose. Donc l'avant-dernière chose. Donc dans le cursus CCNA, vous avez vu la commande default information originate, qui permet de propager une route par défaut dans les autres protocoles de routage comme OSPF et RIP, et justement ça les propage dans les autres routeurs. L'utilité principale d'une route par défaut, c'est pour la connexion Internet. L'utilité principale. Par exemple, vous voulez accéder à l'adresse IP de Google. Bah, Google, vous n'avez pas l'adresse IP de Google dans votre table de routage. Bah, vous l'envoyez à la route par défaut. Et la route par défaut est connectée à l'opérateur et l'opérateur est connecté à Google. C'est ça, en fait. Tout ce que vous trouvez pas dans votre réseau, vous l'envoyez à la route par défaut. Donc, dans UGRP, pour créer une route statique, pour créer une route par défaut, pardon, vous créez une route statique, puis vous envoyez cette route-là dans une mise à jour EIGRP. Donc vous mettez, par exemple, vous mettez IP route 192.168.1.0, le masque, puis l'interface de sortie. Puis vous mettez cette même route statique dans la partie network de l'EIGRP. Puis vous mettez la commande IP, default network, IP, l'IP, l'adresse IP, le masque. Vous verrez cette route par défaut, route flottante, je préfère dire, une route statique qui sera utilisée en tant que route par défaut pour tous les routeurs voisins du réseau connecté avec cette route statique. Je me rends compte que je vous ai dit beaucoup de fois le mot route, donc je vais résumer tout court. Donc cette route statique va être propagée dans le réseau et va servir de route par défaut vers l'opérateur par exemple, ou vers quelque chose que vous voulez. Voilà. Donc, dans le cas d'un réseau NBMA, le réseau NBMA, c'est les réseaux comme FrameRelay qui n'acceptent pas le broadcast et le multicast.
Donc, dans le cas d'un réseau broadcast, d'un réseau NBMA, pardon, certains les gens CCNA 4 quand même, avaient l'habitude d'utiliser la méthode de frame map, etc., etc., broadcast. Pour certains, ils utilisaient carrément le protocole inverse ARP, ce qu'on ne trouve pas toujours dans le matériel. Donc, en général, on utilise les frame relay map. Mais le problème là, quand on met le mot-clé broadcast, c'est pas vraiment un vrai broadcast. Juste qu'il envoie un paquet, il prend un paquet, il l'envoie à chacun des voisins. Ça s'appelle pas un broadcast, ça s'appelle un pseudo-broadcast, ce que l'ingénieur de Cisco l'appelle. Donc, au cas où vous avez un réseau frame relay qui ne prend pas en charge carrément ce pseudo-broadcast, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez plus utiliser l'adresse multicast pour échanger les mises à jour avec vos voisins. Donc, ce que vous utilisez voisinage statique grâce à la commande neighbor. Et UGRP prend en général 50% de la bande passante qui est divisée par chacun de ses voisins multipoints. Pour point en point, c'est toujours 50%. Et pour modifier cette valeur, vous utilisez la commande IP bandwidth percent et le numéro ou le pourcentage si vous voulez. Donc chacun, si vous avez la commande par défaut, IGRP peut consommer jusqu'à 50% de la bande passante, et si vous avez deux voisins multipoints, chacun va avoir 25% de cette bande passante. Voilà. Donc avec un peu d'expertise et conclusion, IGRP peut être le meilleur choix de routage quand on a affaire à des routeurs Cisco. C'est le meilleur choix. Quand on a une organisation qui utilise que du Cisco, il n'y a pas mieux. Sinon, j'utilisais un autre protocole, hein, parce que déjà, la force de IGRP, c'est l'équilibrage de charge à coût égal et inégal, authentification qui force l'MD5, le résumé de route à n'importe où, les stubs, et toutes ces tâches-là, n'utilisent pas trop de CPU, contrairement au protocole à état de lien. Donc j'espère que l'exposé a été utile pour vous. Je vous remercie pour votre attention.